Mais je joue avec énormément de sentiments. Tant qu'il s'agit du piano, je ne me fie qu'aux sentiments. Je n'en méfie que dans la vie. Oui, monsieur. À propos de sentiments, avez-vous préparé les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Elle les adore. Les voici, monsieur. Et tant que j'y pense, Lane, j'ai vu l'autre soir sur votre livre de contes que jeudi soir, lorsque Lord Sherman et Mr. Worsing sont venus dîner, nous avons bu 8 bouteilles. 8 bouteilles et demie, exactement, monsieur. Je serais curieux de savoir comment il se fait que chez les célibataires, les domestiques apprécient autant le champagne. Oh, j'attribue cela, monsieur, à la qualité supérieure du vin. J'ai observé que chez les personnes mariées, le champagne était rarement d'excellente marque. Dieu du ciel, le mariage est une chose si démoralisante. Oh, je pense que c'est un état qui procure beaucoup de satisfaction, monsieur. Certes, mon expérience personnelle est réduite. Je n'ai été marié qu'une fois jusqu'à présent, à la suite d'un étrange malentendu entre moi et une jeune personne. Je crains de ne pas m'intéresser du tout à votre vie de famille. Monsieur a raison. J'évite moi-même d'y penser. Comme je vous comprends. Merci, Lane. Lane, vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Lane me paraît avoir sur le mariage des idées bien irrespectueuses. En vérité, les classes laborieuses devraient avoir à cœur de nous donner le bon exemple. Où irions-nous si ces gens-là avaient eux aussi le sens moral? Mr. Aimé Worthing. Agir! Mais comment vas-tu? Qu'est-ce que tu viens faire à Londres? M'amuser! Pour quelle autre raison se déplacerait on? Elle est toujours en train de manger, à ce que je vois? Je pense qu'il est coutume dans la bonne société de manger un petit quelque chose vers les 5 heures, mon homme. Où te cachais-tu depuis mercredi? À la campagne! Qu'est-ce que tu peux bien faire à la campagne? À Londres, on est là pour se distraire. À la campagne, on est là pour distraire les autres. Et c'est mortellement ennuyeux. Et tu as beaucoup de monde à distraire de par chez toi? Des voisins, des voisins. Tu as des voisins agréables dans ton Shropshire? Parfaitement impossible. Je ne leur adresse jamais la parole. Tu dois beaucoup les amuser. Oui, bon. C'est bien dans le Shropshire, ta maison. Dans le... Oui. Mais pourquoi toutes ces tasses? Pourquoi tous ces sandwichs au concombre? Que veulent dire de tels débordements chez un si jeune homme? Et qui vient prendre le thé? Tante Augusta et Gwendoline. Voilà qui sera délicieux. Bon, tout à fait délicieux. Mais seulement ne t'installe pas, mon cher. J'ai peur que Tante Augusta ne trouve pas du tout ta présence délicieuse. Et pourquoi donc? Mon cher, la façon dont tu flirtes avec Gwendoline est parfaitement déplaisante. Presque aussi déplaisante que la façon dont Gwendoline flirte avec toi. J'aime Gwendoline. Et je suis précisément venu à Londres pour lui demander sa main. Je croyais que tu étais venu pour t'amuser. Moi, j'appelle ça venir pour faire des affaires. Tu es l'être le moins romantique que je connaisse. Je ne vois pas ce qu'il y a de romantique dans une demande en mariage. Mais il n'y a rien de romantique dans une demande aussi précise. Admettre que l'on te réponde oui, ce qui arrive la plupart du temps. Fini le plaisir. Non, tout le charme des histoires d'amour réside dans l'incertitude. Et je pense que si je me marie, je ferai tout pour l'oublier. Eh bien, c'est pour les amnésiques dans ton genre qu'on a inventé la cour des divorces. N'argotons pas plus longtemps là-dessus, tu sais très bien que les vrais divorces se font au ciel. Et je t'en prie, laisse ces sandwichs au concombre, ils ont été faits spécialement pour Tante Augusta. Tu n'arrêtes pas d'en manger. C'est différent, c'est ma tante. Prends les tartines beurrées, elles sont pour Gwendoline. Gwendoline a une passion pour les tartines beurrées. Ah, mais c'est d'ailleurs délicieux les tartines beurrées. Et doucement, mon vieux, ne va pas tout mélanger. Tu te conduis comme si tu étais déjà son mari. Ce n'est pas encore le cas, et je doute que ce soit un jour d'ailleurs. Avec le ton savoir pourquoi? Et parce que les femmes n'épousent jamais le garçon avec qui elles flirtent. Cela ne leur paraît pas convenable. C'est parfaitement stupide ce que tu dis là. Non, c'est très profond. Elles détestent que leur mari les ait tout à l'heure. Et puis ensuite, parce que je te refuse mon consentement. Tout consentement. Mon cher, Gwendoline est ma cousine germaine. Et avant que je ne te permette de l'épouser, il faudra que je sois totalement éclairé au sujet de l'affaire Cécilie. Cécilie? Quelle Cécilie? Je ne connais personne du nom de Cécilie. Apporte-moi l'étui à cigarette que Mr. Worsing a oublié l'autre soir lorsqu'il est venu dîner, Lane. Bien, monsieur. Voudrais-tu dire par là que c'est toi qui as mon étui à cigarette depuis 3 semaines que je le cherche? La moindre des choses eût été de m'avertir. J'ai écrit des lettres frénétiques à Scotland Yard à ce sujet. J'étais même sur le point d'offrir une grosse récompense. Ça tombe bien, je suis raide comme un passe-glacé en ce moment. Je ne vois pas pourquoi je voudrais une récompense pour un objet retrouvé. Comme tu es mesquin. Merci, Lane. Oui. Mais cela n'a d'ailleurs pas grande importance, parce que maintenant que je vois ce qui est gravé à l'intérieur de ce porte-cigarette, je m'aperçois qu'il ne t'appartient pas. Mais si, c'est à moi. Tu m'as vu 100 fois avec. D'ailleurs, je ne vois pas ce qui t'a permis de lire ce qui était gravé dedans.
Ce n'est pas dit d'un gentleman de lire dans un porte-cigarette privé. Je t'en prie, plus de la moitié de la culture moderne est faite précisément parce qu'un gentleman ne devrait pas lire. Écoute, je ne tiens pas à me lancer avec toi dans une discussion sur la culture moderne. Ce n'est pas un sujet de conversation entre nous. Allez, donne-moi mon étui à cigarette. D'abord, ce n'est pas ton porte-cigarette. Il a été offert par quelqu'un du nom de Cécilie. Tu m'as dit que tu ne connaissais personne de ce nom-là. Eh bien, puisque tu tiens tant à le savoir, Cécilie est ma tante. Ta tante? Non. Tu? Oui, une charmante vieille dame qui vit à Tunbridge Wells. Bien, mais si elle est ta tante et qu'elle habite Tunbridge Wells, pourquoi signe-t-elle du nom de Cécilie, ta petite Cécilie? Ta petite Cécilie qui t'aime tant. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Il y a des tantes qui sont grandes et des tantes qui sont petites, voilà tout. C'est une question de taille qu'une tante, il me semble, a bien le droit d'apprécier la belle. Mais pourquoi voudrais-tu que toutes les tantes soient des géantes comme la tienne, c'est absurde. Allez, donne-moi mon porte-cigarette. Bien, mais pourquoi ta tante t'appellerait-elle son oncle? Ta petite Cécilie qui t'aime tant à mon cher oncle Jack. Oui. Il n'y a pas d'objection, je l'admets, qu'une tante soit une petite tante. Mais pourquoi une tante, toute question de taille mise à part, appellerait-elle son neveu son oncle? Voilà qui me dépasse. Et d'autant plus que tu ne t'appelles pas Aimé, d'autant plus que tu ne t'appelles pas Jack, tu t'appelles Aimé. Je m'appelle pas Aimé, je m'appelle Jack. Tu m'as toujours dit que tu t'appelais Aimé. Je t'ai présenté à tout le monde sous le nom d'Aimé. Tu réponds au nom d'Aimé, il est parfaitement absurde de dire que tu ne t'appelles pas Aimé. D'ailleurs, regarde, en voici la preuve. Sur ta carte de visite. Mr. Aimé Worsing, Descartes, The Albany. Je la garde comme preuve que tu t'appelles bien Aimé. Au cas où tu recommences à venir devant moi, ou devant Gwendoline. Ou devant quiconque d'ailleurs. Écoute, puisque tu tiens pas à le savoir, je m'appelle Aimé à Londres et Jack à la campagne. Et ce porte-cigarette m'a été offert à la campagne. Bien, mais cela n'explique toujours pas pourquoi ta tante t'appelle-t-elle son oncle. Oh. Alors mon Dieu, tu serais mieux de tout avouer maintenant. Écoute, j'étudie pas exactement comme un dentiste qui s'apprête à arracher une dent. Et ce n'est pas très convenable de se comporter comme un dentiste quand on n'est pas dentiste. Ça a quelque chose de sournois. Mais les dentistes sont toujours un peu sournois. Tu sais, je t'ai toujours soupçonné d'être en secret un bunderiste. Bunderiste? Qu'est-ce que c'est que ça, un bunderiste? Je te dévoilerai le sens de cette expression quand tu auras eu l'amabilité de m'expliquer pourquoi tu es Aimé à Londres et Jack à la campagne. Soit, mais donne-moi mon étui à cigarette. Le voici. Allez, raconte-moi ta petite histoire. Tâche qu'elle soit drôle, s'il te plaît. Ah, mon ami, mon histoire n'a absolument rien de drôle. Elle est même tout ce qu'il y a de plus banal. Le vieux Thomas Cardew, qui m'a adopté quand j'étais tout petit, m'a nommé par testament tuteur de sa petite fille, Miss Cécilie Cardew. Cécilie qui m'appelle son oncle par respect pour moi, ce qui était évidemment impossible à concevoir, et vit chez moi à la campagne sous la direction de son admirable gouvernante Miss Prism. Où se trouve-t-elle déjà ta maison à la campagne? Ça, il est bien inutile que tu le saches. Tu n'y seras jamais invité. Ce que je puis te dire loyalement, c'est qu'elle ne se trouve pas dans le Shropshire. Je m'en doutais. J'ai bunderisé un peu partout là-bas en diverses occasions et je n'ai jamais entendu parler de toi. Alors mon vieux, pourquoi es-tu Aimé à Londres et Jack à la campagne? Oh mon ami, je crains que tu ne sois pas capable de comprendre mes vraies raisons. Tu n'as certainement pas assez de plomb dans la tête pour cela. Quand on est nommé tuteur d'une jeune fille, on se doit d'exercer les règles de la haute moralité en toutes circonstances. C'est mon devoir le plus élémentaire. Mais comme les règles de haute moralité n'ont jamais rendu personne heureux ni bien portant, pour pouvoir venir à Londres de temps en temps, j'ai pris la précaution de m'inventer un jeune frère du nom d'Aimé, qui vit soi-disant à Albany, et qui est sans cesse en proie aux ennuis les plus affreux. Voilà mon cher, la vérité pure et simple. La vérité est rarement pure et jamais simple. Et la vérité est que tu es un bunderiste. Et tu es même l'un des plus dangereux bunderistes que je connaisse. Qu'est-ce qu'un bunderiste? Tu t'es inventé un très utile jeune frère nommé Aimé pour venir à Londres aussi souvent que tu le voudrais. Moi, je me suis inventé un inappréciable et permanent ami, appelé Bunbury, pour aller à la campagne aussi souvent que je voudrais. Et tu ne peux pas t'imaginer tous les services que me rend ce pauvre Bunbury. Sans son état de santé absolument déplorable, il m'aurait été par exemple impossible de dîner avec toi au Willis ce soir. Car en fait, j'étais invité à dîner chez Tante Augusta. Je ne t'ai jamais proposé de dîner avec moi chez Willis ce soir. Oui, je sais, tu es très négligent pour envoyer tes invitations. Et rien n'importune tant les gens que de ne pas recevoir d'invitation. Tu ferais mieux de dîner avec Tante Augusta. Ah non, je n'en ai pas la moindre intention. J'ai déjà dîné avec elle lundi et un soir par semaine pour les repas de famille, c'est amplement suffisant. Et deuxièmement, quand je dîne là-bas en qualité de membre de la famille, je suis toujours exilé à un bout de la table entre deux femmes absolument impossibles. Et je sais très bien que qui elle m'aurait mis ce soir.
elle m'aurait placé à côté de Marie Farka, qui ne peut pas s'empêcher de flirter avec son mari. Non. C'est exaspérant. Remarque, le nombre de femmes dans la société londonienne qui flirtent avec leur mari est absolument scandaleux. Non, je préfère que nous passions la soirée entre Bunbury. Je ne suis pas un Bunburyste. Et si Gwendoline veut bien de moi, je suis prêt à me débarrasser de mon frère à la moindre occasion. D'ailleurs, il faudra bien que j'en arrive là un jour ou l'autre. Cécilie commence à s'intéresser un peu trop à lui. Ça devient agaçant. Et je t'engage à en faire autant avec ton monsieur Bunbury. Ouais, enfin, avec cet homme qui a un an à coucher dehors. Oh, rien ne me fera jamais rompre avec Bunbury. Et si par aventure tu maries, ce qui me paraît bien problématique, c'est alors que tu seras content de connaître à ton tour Bunbury. Mais un homme qui ne connaît pas Bunbury se prépare à des soirées sinistres. Sottise! Si j'épouse une fille aussi charmante que Gwendoline, je ne veux pour rien au monde faire la connaissance de Bunbury. Alors c'est ta femme qui le connaîtra. Mais tu n'as pas l'air de le réaliser, mon cher. Mais une vie conjugale sérieuse ne peut pas se passer d'un Bunbury. Alors, je ne fais pas le cynique. C'est à la portée de tout le monde de nos jours. Alors, Alger. Ce n'est pas possible. Ce doit être Tante Augusta. Il n'y a que la famille et les créanciers pour sonner de cette manière wagnérienne. Écoute, Jack, si j'arrive à l'éloigner 10 minutes, je puisse faire ta demande à Gwendoline. Est-ce que tu m'invites à dîner au Willis ce soir? Ah, si tu le dis absolument. Mais un repas sérieux. J'ai horreur des gens qui traitent négligemment des questions de nourriture. C'est faire preuve d'un esprit lamentablement superficiel. Lady Bracknell et Mr. Fax. Bonjour, mon cher Algy. Je m'excuse si nous sommes un peu en retard. J'ai été obligée de rendre une petite visite à cette pauvre Nancy. Je n'étais pas allée chez elle depuis la mort de son pauvre mari. Elle est méconnaissable. C'est une femme qui a 20 ans de moins. Oh, mais je vois que le thé nous attend. Certainement vite une petite tasse avec un de ces petits concombres, ces sandwichs au concombre, comme vous savez les faire chez vous. Tu ne viens pas t'asseoir près de moi, Gwendoline? Merci maman, je suis très bien où je suis. Bon Dieu, Lane, où sont les sandwichs au concombre que je vous avais spécialement commandé de faire? Que monsieur m'excuse, il n'y avait pas de concombre au marché ce matin. Et je suis pourtant retourné 2 fois. Pas de concombre. Non, monsieur, même en payant comptant. Merci, Lane. Merci, monsieur. Tante Augusta, je suis désolé, mais il n'y avait pas de concombre au marché ce matin. Même en payant comptant. Oh, ça ne fait rien, Algy. Il y avait de délicieux petits fours chez Lady Hastings, qui décidément me semble accorder énormément d'importance aux joies de ce monde depuis son deuil. J'ai entendu dire que depuis la mort de son mari, ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Il est vrai qu'ils ont changé de couleur. Serait-ce le chagrin, je ne saurais le dire. Merci. J'ai une très charmante soirée en perspective pour vous, Algernon. J'ai projeté de vous faire dîner avec Marie Farka. C'est une délicieuse personne, et si amoureuse de son mari, et c'est un vrai plaisir que de les voir ensemble. J'ai peur, Tante Augusta, d'avoir à renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir. Ah, ne me dites pas cela, Gernoud. Cela démolirait ma table, et cela obligerait votre oncle à dîner dans sa chambre. Remarquez qu'il en a l'habitude. C'est une grande déception, cela va sans dire. Mais je viens tout juste de recevoir un télégramme disant que mon pauvre ami Bunbury était dans un état catastrophique. Et sa famille et son entourage semblent penser bon que je sois enseveli dans un moment pareil. Comme c'est curieux. Ce Mr. Bunbury me semble affligé d'une très mauvaise santé. Hélas, son état est affreux. À vous dire vrai, Algy, je pense qu'il serait grand temps que ce Bunbury se décide à vivre ou à mourir. Ces hésitations continuelles sont absurdes. En tout cas, je vous serai très obligée de le prier de ma part de ne pas avoir de rechute samedi prochain, car je compte absolument sur vous pour organiser ma soirée musicale. C'est ma dernière réception de l'année et j'ai besoin de quelqu'un pour animer la conversation, surtout en fin de saison, où chacun a pratiquement dit tout ce qu'il avait à dire, ce qui la plupart du temps n'est pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Je parlerai à Bunbury, Tante Augusta. Si je l'espère, il a encore toute sa tête. Mais je pense que je peux vous promettre qu'il sera tout à fait bien samedi. Naturellement, une soirée musicale est une chose si difficile à organiser. Quand la musique est bonne, les gens n'écoutent pas. Mais si la musique est mauvaise, la conversation tombe. Tante Augusta, si nous allions étudier ensemble le programme que j'avais imaginé pour vous, si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. Merci, Algy, vous êtes plein d'attention pour moi. Je suis sûre que votre
programme sera délicieux. Dès qu'il sera un peu expurgé. Venez avec moi, Gwendoline. Bien, maman. Quelle belle journée, Mr. Fox. Je vous en prie, ne me parlez pas du temps, Mr. Rossi. Oui, chaque fois que les gens me parlent du temps, j'ai toujours l'impression qu'ils veulent me dire autre chose. Et cela me rend terriblement nerveuse. J'aimerais vous dire autre chose. Je le savais. Et je ne me trompe jamais. Je voudrais qu'il me soit permis de profiter de la courte absence de votre mère. Oui, je serais bien la première à vous encourager en ce sens, mais maman a la fâcheuse tendance de revenir brusquement dans les pièces qu'elle vient de quitter, alors... Gwendoline, depuis que je vous ai rencontré, je vous admire en secret. Plus que toute autre jeune fille que j'ai jamais rencontrée. Oui, je suis au courant. J'aimerais simplement que vous le montriez davantage en public. Vous êtes trop discret devant mes amis. Vous avez toujours exercé sur moi une véritable fascination, Mr. Rossi. Longtemps avant de vous connaître, vous étiez loin de m'être indifférent. Nous vivons, je pense que vous le savez, Mr. Rossi, à l'âge de l'idéal. Tous les magazines de luxe ont constaté le fait. Et je me suis même laissé dire que le mouvement s'étend jusqu'en province. Le monde est en train de découvrir l'importance de l'idéal. Et tout mon idéal à moi a toujours été d'appartenir à un homme qui s'appelle Aimé. Il y a quelque chose dans ce nom qui me trouble profondément. Quelque chose qui semble décidé d'avance par le destin. Quand Algernon, la première fois, m'a dit qu'il avait un ami du nom d'Aimé, j'ai tout de suite su que j'étais destinée à l'aimer. Vous m'aimez vraiment, Gwendoline? Passionnément aimé. Vous ne pouvez savoir combien je suis heureux. Aimé, mon aimé. Mais vous ne voulez pas dire par là que vous ne pourriez pas m'aimer si mon nom n'était pas Aimé? Et votre nom est Aimé. Naturellement. Mais supposons que je m'appelle différemment. Vous ne pourriez pas m'aimer? Enfin, ce serait pure spéculation d'esprit. Et avec maman qui peut revenir d'un moment à l'autre, nous avons tout juste le temps de nous en tenir aux faits. Vous vous appelez effectivement Aimé. Bien sûr, bien sûr. Mais je dois vous avouer que je ne suis pas très attaché au fait que je m'appelle Aimé. Je ne suis pas sûr que ce nom m'aille tellement bien, d'ailleurs. Il vous va parfaitement bien. C'est un nom divin. C'est un nom musical, c'est un nom qui vous produit une sorte de Ça vibration. c'est entendu, mais il existe une quantité d'autres noms tout aussi charmants. Il me semble que Jack, par exemple, est un nom très joli. Jack. Jack. Il n'y a vraiment qu'une toute petite musique, Lord Jack. Si tant est qu'il y en ait une. Jack. Non, cela ne fait pas frémir, cela ne produit aucune vibration. J'ai connu plusieurs Jack, et tous, sans exception, étaient des hommes extrêmement terre-à-terre. D'ailleurs, Jack n'est que le diminutif de John. Et je plains très sincèrement la femme dont le mari s'appellerait John. Non, moi le seul nom qui me transporte sur les ailes de l'idéal, c'est Aimé. Gwendoline, il faut que je me fasse baptiser tout de suite. Ah, je veux dire, il faut que nous nous marions tout de suite. Il n'y a pas un moment à perdre. Nous marier, Mr. Rossi. Naturellement. Vous savez que je vous aime et vous m'avez laissé entendre que je ne vous laissais pas complètement indifférent. Je vous adore. Mais vous n'avez pas encore fait votre demande. Nous n'avons pas encore parlé de mariage. L'idée de se marier n'a même pas été effleurée entre nous. Bien. Est-ce que je pourrais faire ma demande tout de suite? Je crois que ce serait une excellente occasion. Et pour vous éviter toute déception, Mr. Rossi, je crois qu'il est plus loyal de ma part de vous dire tout de suite, très franchement, que je suis pleinement décidée à l'accepter. Gwendoline. Oui, Mr. Rossi, que désirez-vous me dire? Eh bien, vous savez ce que je vous dis. Mais enfin, vous ne me dites pas. Bien sûr. Gwendoline, voulez-vous être ma femme? Mais naturellement, mon chéri. Mais comme vous avez été long, bien peur que vous n'ayez plus d'expérience en matière de demande en mariage. Mon unique amour, je n'ai jamais aimé personne au monde que vous. Oui, enfin, les hommes font quelquefois des demandes pour s'exercer. Je sais que mon frère Gérard en fait couramment. Toutes mes amies m'ont dit. Quels merveilleux yeux bleus vous avez aimés. Ils sont tout à fait bleus. J'espère que vous me regarderez toujours comme cela devant mes amis. Gwendoline. Eh oui. Mr. Rossi,
mais vous n'êtes fiancée à personne, Gwendoline. Quand vous serez sur le point d'être fiancée à quelqu'un, ou moi ou votre père, si sa santé le lui permet, nous vous en aviserons. Descendez m'attendre dans la voiture. J'ai quelques questions à poser à Mr. Worthing. Mais maman... Dans la voiture, Gwendoline. Bien, maman. Vous pouvez prendre une chaise, Mr. Worthing. Je vous remercie, je préfère rester debout, Lady Bracknell. Je dois tout d'abord vous dire, Mr. Worthing, que vous n'êtes pas sur ma liste de jeunes gens possibles. Et j'ai pourtant la même liste que mon amie la duchesse Norton. Mais je suis prête à vous coucher sur ma liste si vos réponses sont celles qu'une mère soucieuse du bonheur de sa fille peut attendre. Êtes-vous fumeur? Oui, je dois avouer que je suis fumeur. Ah, je suis ravie de l'apprendre. Un gentleman doit toujours avoir une occupation ou une autre. Il y a trop d'oisifs dans notre monde. Quel âge avez-vous? 29 ans. Oh, l'âge rêvé pour se marier. J'ai toujours professé qu'un homme qui désire se marier doit tout savoir de la vie. Ou bien rien. Que savez-vous de la vie? Rien, Lady Bracknell? Fort bien. Je déteste tout ce qui peut altérer une belle ignorance naturelle. Toutes les méthodes modernes d'éducation sont absurdes. Fort heureusement, en Angleterre, l'éducation n'a jamais été d'aucun effet sur personne. Et c'est cette belle imperméabilité des jeunes gens des hautes classes à toute espèce de culture qui nous a préservé jusqu'ici des révolutions. Quels sont vos revenus? Entre 6 et 7 000 livres par an. En terre ou en placement? En placement surtout. Parfait. J'ai également une maison de campagne avec un peu de terre naturellement, mais je ne compte bien là-dessus pour grossir mon revenu. À ce que j'en sache, les braconniers sont les seuls à qui cette terre rapporte quelque chose. Une maison à la campagne. Oui. Il en faut une pour recevoir. Mais dites-moi, vous avez également une maison à Londres. Une jeune fille avec des goûts aussi simples que ceux de Gwendoline ne peut en aucune façon passer sa vie à la campagne. J'ai une maison sur Belgrave Square. Elle est louée à Lady Bloxham, mais je pourrais aisément la récupérer moyennant un préavis de 6 mois. Lady Bloxham? Non, je ne la connais pas. Non, c'est une dame très âgée. Elle sort bien peu. Oh, de nos jours, l'âge n'est plus une garantie de respectabilité. Quel numéro, Belgrave Square? 149. 149! Le côté qui n'est plus à la mode. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas trop important. On pourra arranger ça. Le côté ou la mode? Oh, les deux s'il le faut. Quelles sont vos idées politiques? Oh, je crains de ne pas en avoir. Je suis un libéral unioniste de droite. Non, mais c'est très à gauche, ça. Enfin, ce sont des gens qu'on peut tout de même inviter à dîner. Passons maintenant à des détails de moindre importance. Vos parents sont-ils vivants? Je les ai perdus tous les deux. Tous les deux? Enfin, c'est des tours de rire. Et qui était votre père? Oh, un homme très fortuné, je suppose. Mais faisait-il partie de ce que les journaux radicaux appellent maintenant la fine fleur de l'industrie? Ou bien était-il sorti des rangs de l'aristocratie? Je crains de ne pas le savoir. Je vous ai dit que j'avais perdu mes parents et il serait plus proche de la vérité de vous dire que ce sont mes parents qui m'ont perdu. À l'heure actuelle, je ne sais à peu près rien de précis sur ma naissance. Je suis un enfant trouvé. Un enfant trouvé? Mais Feu Cardio, un gentleman très bon, très charitable, m'a recueilli et m'a donné le nom de Worthing parce qu'il venait de prendre un billet de première classe pour Worthing ce jour-là. Worthing est une station balnéaire du Sussex. Et peut-on savoir où ce charitable gentleman qui avait un billet de première classe pour une station balnéaire du Sussex vous a-t-il trouvé exactement? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage? Oui, Lady Bracknell, je me trouvais dans un sac de voyage. Un sac de voyage assez spacieux, très confortable, en cuir avec des poignées. En somme, un sac de voyage d'un modèle très classique. Et où ce Mr. Cardew découvrit-il ce sac de voyage d'un modèle très classique? À la consigne de la gare Victoria.
On lui avait donné par erreur à la place du sien. La consigne de la gare Victoria. Direction Brighton. Oh, la direction est sans importance. Mr. Worthing, je suis un peu épouvantée par tout ce que je viens d'apprendre. Être né, ou en quelque sorte avoir été porté par un sac de voyage, qu'il ait dû d'une poignée ou non, me semble faire montre d'un mépris pour les traditions familiales qui me rappellent les pires excès de la Révolution française. Quant à l'endroit où ce sac a été découvert, une consigne de chemin de fer. Cela ne peut servir en aucun cas d'une base pour une introduction dans la bonne société. Je vous conjure alors de me dire ce qu'il convient de faire. Inutile de vous dire que je suis prêt à tous les sacrifices pour faire le bonheur de Gwendoline. Je vous conseillerais vivement, Mr. Worthing, de faire jouer au plus vite vos relations pour trouver une famille dès que possible et de faire un sérieux effort pour produire un parent, mâle ou femelle, avant la fin de la saison. Ça me paraît bien difficile. Là, je pourrais peut-être vous montrer le sac. Il est dans une armoire à la maison. Je pense que ça devrait suffire, les demoiselles. Suffire, Mr. Worthing. Croyez-vous que Lord Bracknell et moi aurions veillé sur l'éducation de notre fille unique, comme nous l'avons fait, pour finir par la marier dans une consigne et nous unir à un sac de voyage? Oh! Adieu, Mr. Worthing. Lady Bracknell! Lady Bracknell! Adieu! Olgy, je t'en prie, arrête cette marche funèbre! Tu peux être idiot! Ça ne va pas comme tu veux, mon petit vieux? Non. Oh, ne viens pas me dire qu'on t'a refusé Gwendoline. Elle est toujours en train de se refuser à quelqu'un. Non, c'est faux. Gwendoline est la croix sur même. Si ne c'était un gigolette, nous serions déjà fiancés. Mais sa mère est impossible. Je n'ai jamais vu pareille gorgone. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une gorgone, mais cette femme en est une, assurément. En tous les cas, c'est un monstre. Et un monstre qui n'a même pas l'excuse d'être mythologique, celui-là. Pardonne-moi, je pense que je ne devrais pas parler de la sorte de ta famille devant toi. Mon cher ami, j'adore entendre insulter ma famille. C'est le seul moment où je peux la supporter. Gilles, crois-tu que Gwendoline puisse un jour devenir comme sa mère? Dans une centaine d'années. Mais toutes les femmes deviennent comme leur mère. C'est bien là leur drame. Et les hommes jamais. C'est bien là le leur d'ailleurs. C'est profond. Non, mais c'est extrêmement bien dit. Et au fait, as-tu dit à Gwendoline ta façon d'être aimée à Londres et Jack à la campagne? Non. Enfin, la vérité n'est pas une chose à dire à une fille aussi charmante et raffinée. Mais tu as vraiment une drôle d'idée quant à la manière de se conduire avec une femme. La seule manière de se conduire avec une femme est de lui faire la cour si elle est jolie et de la faire à une autre si elle est laide. Parfaitement suivi. Non, c'est très profond. Et comment va ton frère? Comment va cette petite crapule d'aimer? Ah, écoute, je suis résolu de me séparer de mon frère à la moindre occasion. Et tiens, il mourra à Paris d'une crise d'apoplexie. Et ça arrive à des tas de gens, n'est-ce pas? De mourir brusquement d'apoplexie. Oui, mais c'est héréditaire. Et ça donnerait peut-être à Gwendoline à réfléchir. Ah, bien. Tu ferais mieux de lui dire qu'il est mort à coup de froid, c'est plus prudent. Ce n'est pas héréditaire, le coup de froid? Absolument pas. Bien. Alors, mon frère mourra à Paris d'un coup de froid. Voilà qui m'en débarrassera définitivement. Mais tu n'avais pas dit que ta pupille, Miss Cecily Cardew, s'était intéressée d'un peu trop près à ton jeune frère? Tu n'as pas peur de lui faire de la peine en lui annonçant cette brusque nouvelle? Non, ça se passera très bien, je t'assure. Mais Cecily Cardew n'est pas une de ces petites sottes romanesques que je suis heureux de dire. Mais c'est une fille qui possède un solide appétit, adore la marche et s'intéresse de très loin à ses études. J'aimerais beaucoup rencontrer cette Cécile et moi. Oui, et bien laisse-moi te dire que cela n'arrivera pas. C'est une jeune fille charmante qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Et as-tu dit à Gwendoline que tu avais une pupille extrêmement charmante qui vient tout juste d'avoir 18 ans? Non. Mais je suis certain qu'elle s'entend très bien. Tiens, je suis même prêt à parier qu'elle s'appellera ma chérie 5 minutes après avoir fait connaissance. Mais les femmes s'appellent toujours ma chérie avant de se crêper le chignon. Oh. Enfin non. Allez, si nous voulons avoir une bonne table, il serait temps d'aller nous préparer. Il est presque 8 heures. Mais il est toujours presque 8 heures avec toi. Mais je meurs de faim. Oui, je ne t'ai jamais connu qu'affamé. Et que ferons-nous après dîner? Irons-nous au théâtre? Oh non, je déteste écouter. Alors si nous allions au club? Non, parler m'agace. Un petit tour à l'Empire, allez 10 heures. Oh non, être accoudé au promenoir, à regarder des femmes déshabillées de loin, je trouve ça stupide. Mais que ferons-nous alors? Rien. Rien. C'est harassant de ne rien faire. Oh.
Oh, remarque, l'effort ne me fait pas peur parce qu'il ne tend à rien de sérieux. Mr. Fax, hein? Gwendoline, la parole. Oui, bien, juste le chantier. Bonne-y-vous un instant, j'ai quelque chose de très important à dire à Mr. Borsay. Vraiment, je crains de ne pas pouvoir être complice de cela. Gilles. Ah, Jim, vous avez toujours veillé à garder devant la vie l'attitude la plus strictement immorale. Vous n'avez pas commencé aujourd'hui à faire le chaperon, vous n'en avez pas l'âge. Aimé, mon aimé, il se peut que nous ne parvenions jamais à nous marier. Mon amour. Avoir la tête que faisait maman, j'ai bien peur que cela soit guéri cette difficulté. Rares sont les parents de nos jours qui tiennent compte des conseils de leurs enfants. Le respect dû aux gens se meurt. Je n'ai plus aucune influence sur maman depuis l'âge de 3 ans. Mais bien qu'il soit en son pouvoir de nous empêcher de nous marier, et même s'il faut que j'en épouse un autre, ou que je me marie souvent, rien ne pourra jamais altérer mon amour pour vous. Ma chérie. L'histoire de votre romantique origine, commentée par maman de la désobligeante des façons, a fait vibrer les fibres secrètes de mon âme. Votre nom de baptême a pour moi une irrésistible fascination. La simplicité de votre tempérament vous rend adorablement incompréhensible pour moi. J'ai votre adresse à Londres. Quelle est votre adresse à la campagne? Le manoir Walton, Hertfordshire. Bien, bien. Le courrier est régulièrement distribué, j'espère. Nous pouvons nous retrouver dans une situation désespérée. Il faut peser le pour et le contre. Je dois pouvoir vous écrire tous les jours. Mon amour. Combien de temps restez-vous à Londres? Jusqu'à lundi. Bien. Adieu, vous pouvez revenir maintenant. Je vous remercie, mais c'était déjà fait. Bien. Alors vous pouvez sonner pour qu'on me raccompagne. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à votre voiture. Bien, monsieur. Mais je vous raccompagne, Mr. Fax. Bien, monsieur. Ma mère de chérie. Bien, monsieur. Demain, je m'en vais Bumberisé. Aussi, préparez-moi toutes mes affaires, mes tenues, mes smokings, et enfin tout le nécessaire pour Bumberisé. Bien, monsieur. Oh, je ne serai sûrement pas de retour avant lundi. Bien, monsieur. J'espère qu'il fait beau à la campagne. Oh, il ne fait jamais beau à la campagne, monsieur. Allez, vous êtes un parfait pessimiste. Je fais de mon mieux pour satisfaire monsieur. Oh, quelle fille sensible et distinguée. C'est la seule personne dont j'ai jamais été amoureux. Eh bien, je me passe drôle. La santé de Bunbury m'inquiète beaucoup en ce moment. Si tu n'y prends garde, ton monsieur Bunbury va te poser de sales ennuis. Mais j'adore les ennuis, ce sont les seules choses qui ne m'ennuient pas. Quelle absurdité. Enfin, Algie, tu ne peux pas dire autre chose que des absurdités. Mais personne ne le peut. Allez, allons dîner. Si nous voulons avoir une bonne table, il faut y aller. Oh oui, mon ami, oh oui. Je ne dois me guère dans cette manie moderne
de vouloir convertir les gens coûte que coûte. Chacun récolte ce qu'il a semé. Non mais laissez ce carnet, Cécile. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour une jeune fille de tenir un journal intime. Je tiens un journal intime pour y noter tous les sentiments extraordinaires qui me bouleversent. Oh, sans cela, je serais capable de les oublier. C'est tout de même moins grave que si j'écrivais un roman fleuve comme la plupart des jeunes filles de nos jours. Oh, enfant, ne dites pas du mal des romans fleuves. J'en ai moi-même écrit un, il y a quelques années. Vraiment? Comme vous devez être intelligente! J'espère qu'il se terminait mal. J'ai horreur des romans qui se terminent bien. Cela me rend triste. Le vôtre a-t-il été publié? Hélas, non. Le manuscrit s'est égaré dans Hyde Park. Oh, un bien pénible souvenir que je préfère ne pas évoquer. Alors, au travail, maintenant, ce n'est pas avec des conversations de ce genre que vous ferez des progrès en allemand. Mais c'est notre chef grand chasuble que je vois traverser le jardin. Docteur Chasuble, comme je suis heureuse de vous voir. Comment nous portons-nous ce matin, mesdames? Oh, Miss Frise, j'espère que vous allez bien. L'esprit se plaignait justement d'un léger mal de tête. Oh. Je crois que cela lui ferait tellement du bien d'aller se promener avec vous dans le jardin, docteur Chasuble. Cécile, je n'ai jamais dit que j'avais mal à la tête. Oh non, chère Miss, je le sais bien. Mais mon petit doigt m'a dit que vous aviez mal à la tête. Et à vrai dire, quand le docteur Chasuble est entré, je ne pensais qu'à votre mal de tête et pas du tout à ma leçon d'allemand. Oh, j'espère, Cécilie, que vous êtes une élève attentive. J'ai bien peur que non. Voilà qui est incompréhensible. Si j'avais moi l'honneur d'être l'élève de Miss Frise, mais je serais suspendu à ses lèvres. Je parle métaphoriquement, bien sûr. Je pense que Mr. Worthing n'est pas encore rentré de Londres. Oh, nous ne l'attendons pas avant lundi après-midi. Je sais qu'il aime volontiers passer ses dimanches à Londres. Ah, Mr. Worthing n'est pas un de ces jeunes hommes légers dont on peut dire comme hélas de son malheureux frère qu'il sacrifie tout à l'amusement. Mais je ne veux pas importuner la nymphe égérie et son élève plus longtemps. Et je mon nom est Laetitia, docteur. Simple allusion poétique, tirée des auteurs païens. Je pense que je vous verrai, mesdames, au vêpres ce soir. Je pense, mon révérend, que je vais tout de même aller faire un petit tour avec vous. Oh, je crois qu'au fond, j'ai mal à la tête et qu'un peu de marche me fera du bien. Mais avec plaisir, Miss Frise, avec le plus grand des plaisirs. Nous pourrions aller jusqu'à l'école et revenir. Oh, ce serait délicieux. Cécilie, vous lirez votre économie politique en mon absence. Vous pouvez passer le chapitre sur la chute de la roupie. Il y a là quelque chose d'un peu trop osé pour vous. Oh, c'est curieux, comme ces problèmes purement métalliques peuvent donner lieu à la plus mauvaise littérature. Ça, l'économie politique, ça, géographie, affreux allemand. Mr. Aimé Worthing vient d'arriver, mademoiselle. C'est Bagage, ils sont dans la voiture. Mr. Aimé Worthing, B4 Albany, le frère d'Oncle Jack. Lui avez-vous dit que monsieur était à Londres? Oui, mademoiselle, et il a paru écrit des appointiers. Oh, je lui ai dit que mademoiselle était dans le jardin avec Miss Prisme. Et il dit qu'il serait très désireux d'avoir un moment d'entretien avec elle. Dites à Mr. Worthing de venir. Et je pense que vous pouvez déjà faire préparer sa chambre. Bien, mademoiselle. Je n'ai encore jamais rencontré d'homme dépravé. Je suis un peu effrayée. J'ai si peur que cela ne soit pareil aux autres hommes. Tout pareil. Je suis sûr que vous devez être ma petite cousine Cécilie. Vous vous trompez, messieurs. Je ne suis pas petite. Je suis même plutôt grande pour mon âge. Mais je suis tout de même votre cousine Cécilie. Et vous êtes le frère d'oncle Jack, mon cousin aîné, le débauché de la famille. Mais ne croyez pas cela, je ne suis pas débauché du tout. Alors vous êtes tout à fait impardonnable de t'avoir tout indignement trompé. J'espère que vous n'êtes pas un de ces hommes qui mènent une double vie en faisant croire qu'il est un débauché, alors qu'il est en fait un honnête garçon. Ce serait parfaitement hypocrite. Naturellement, je ne suis pas un sage. Ah, vous me rassurez. À vous dire vrai, puisque vous soulevez le lièvre, j'ai fait toutes les bêtises que je pouvais faire, dans la mesure de mes faibles moyens. Vous ne devriez peut-être pas vous en vanter. Pas que cela ait dû être amusant, n'est-ce pas? Mais c'est bien plus amusant d'être là avec vous. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous amène ici.
fâcheux contre-temps. J'ai justement un rendez-vous que je dois absolument manquer lundi. Et vous ne pouvez pas le manquer votre part? Impossible, le rendez-vous est à Londres. Je crois pourtant que vous feriez mieux d'attendre l'arrivée de l'oncle Jack. Je sais qu'il voulait vous parler au sujet de votre départ pour les colonies. Au sujet de mon quoi? De votre départ pour les colonies. Il est justement allé à Londres pour acheter votre équipement. Mais je ne vais pas laisser Jack acheter mon équipement. C'est quelqu'un qui ne sait même pas choisir une cravate. Je crains que vous n'ayez pas besoin de cravate. Oncle Jack vous envoie en Australie. En Australie? Ah non, mais plutôt mourir. Il a dit à table mercredi soir qu'il vous faudra choisir entre ce monde et ses lois, l'autre monde ou l'Australie. Soit. Les renseignements que l'on m'a communiqués sur l'Australie et l'autre monde n'étant pas des plus encourageants, je pense que ce bas monde sera assez bon pour moi, Cécilie. Mais serez-vous assez bon pour lui? Je ne sais pas, mais peut-être que vous pourriez m'aider à devenir quelqu'un de meilleur. Vous pourriez en faire votre mission sur cette terre si vous le voulez bien, Cécilie. Je crains de ne pas avoir le temps cet après-midi. C'est bien, j'essaierai donc tout seul. Cela me paraît difficile, mais vous pouvez toujours essayer. C'est curieux, j'essaye et je me sens déjà meilleur. Vous n'en avez pas l'air. C'est parce que je meurs de faim, ça me brouille toujours le teint. Mais où avais-je la tête? Ce qui fut avant tout un convalescent, c'est une nourriture saine et régulière. Venez avec moi. Auparavant, puis-je avoir une fleur pour ma boutonnière, s'il vous plaît? Je ne peux pas manger de bon appétit si je n'ai pas de fleur à ma boutonnière. Une maréchale Nièce? Non, je préférerais une rose. Rose. Pourquoi? Mais parce que vous êtes une rose, cousine Cécilie. Je ne suis pas sûre qu'il soit très convenable de me dire cela. Miss Prisme ne me dit jamais de choses pareilles. Mais parce que Miss Prisme est une vieille demoiselle myope, mais vous avez les plus jolis yeux que je n'ai jamais vus. Miss Prisme me dit que les yeux des jolies filles sont des pièges. Il y a des pièges, tout homme censé aimerait tomber. Mais je n'ai aucune envie de prendre au piège un homme sensé. Je ne serai absolument pas crainte. Vous êtes un homme trop solitaire, mon révérend. Vous devriez vous marier. L'Église primitive réprouvait le mariage des prêtres, Miss Prisme. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas duré. Vous n'avez pas l'air de réaliser, cher révérend, qu'en s'obstinant à rester célibataire, un homme devient l'objet permanent de tentation. Oh, les hommes n'y pensent pas toujours. Mais c'est le célibat qui conduit le sexe faible à sa perte. Un homme marié ne saurait-il être tout aussi séduisant? Les hommes mariés ne sont séduisants que pour leur propre femme. Oui, et bien souvent me suis-je dit, même pas pour elle. Tout dépend de la qualité de la femme. On peut se reposer sur une femme en pleine maturité, se nourrir avec confiance d'un fruit mûr. Les trop jeunes femmes sont vertes. Ces métaphores sont bien évidemment empruntées à l'horticulture, cher révérend. Mais Cécilie? Peut-être est-elle partie à d'autres recherches. Mr. Worsley? Oh, Mr. Worsley? Alors voilà une surprise. Nous ne nous attendions pas avant lundi après-midi. Je suis revenu plus tôt que je ne pensais. Mon révérend, j'espère que vous allez bien. Mr. Worsley, j'espère que cette tenue sombre ne nous annonce pas quelques malheurs. Mon frère, Qu'a-t-il encore fait? Encore une folie. mort. Oh, votre frère aimé est mort. Mais il est bien mort, oui. Oh mon Dieu, quelle leçon pour lui! J'espère qu'elle lui sera profitable. Permettez-moi, Mr. Worsley, de vous présenter les plus sincères condoléances. Ah, vous avez au moins la consolation de vous dire que vous avez toujours été pour lui le plus généreux, le plus indulgent des frères. Pauvre aimé. Il avait bien des défauts, mais c'était même pour moi une grande peine. Ah, oui, grand-père. Avez-vous assisté à ces derniers moments? Non, il est mort à Paris. Et j'ai reçu hier un télégramme du directeur du Grand Hôtel. Disait-il de quoi les morts? Un chaud et froid, semble-t-il. On est toujours puni par là où on a péché. Oh, un peu de charité, excusez-moi, un peu de charité. Nul d'entre nous n'est parfait. Je suis moi-même sensible des bronches. L'enterrement aura-t-il lieu ici? Non, mon frère semble avoir exprimé le désir d'être enterré à Paris. À Paris, je vois décidément qu'il est mort sans s'être amendé. Enfin, je pense que vous attendez de moi que je prononce quelques mots en chair sur ce deuil familial dimanche prochain. Mon sermon sur la signification profonde de la chute de la manne dans le désert peut être adapté à toutes les circonstances joyeuses, ou comme c'est le cas aujourd'hui, douloureuses. C'est un sermon que j'ai lu à la bénédiction
4 enterrements déjà, avec beaucoup de succès, vous savez. À propos de baptême, mon révérend, vous devez vous y connaître en baptême. Enfin, je veux dire, vous avez l'habitude de baptiser. C'est là, j'ai le regret de le dire, une des principales occupations du révérend. J'ai souvent tenté d'en toucher 2 mots aux femmes des classes laborieuses de cette paroisse, mais elles semblent décidées jusqu'à ignorer jusqu'au nom même de l'abstinence. Y aurait-il quelque enfant auquel vous vous intéressez tout particulièrement, Miss Sparrow aussi? Je vais vous comprendre que votre malheureux frère n'était pas marié. Certes, non. Comme se gardent bien de l'être ceux qui ne vivent que pour leur plaisir. En vérité, il n'est nullement question d'enfants ici. Et c'est moi que j'aimerais que vous baptisiez, mon révérend, si vous n'y voyez pas d'objection. Vous êtes certainement déjà baptisé, Mr. Worsley. Je n'en ai pas le moindre souvenir. Mais avez-vous des doutes fondés à ce sujet? J'ai en tout cas bien l'intention d'en avoir. Évidemment, si vous y voyez quelque obstacle, vous me trouvez peut-être trop vieux. Pas du tout. L'aspersion d'Aurélie, et même l'immersion, dans certains cas pour les adultes, est une pratique tout à fait conforme au canon de l'Église. L'immersion. Rassurez-vous, Mr. Worsley, l'aspersion d'Aurélie peut suffire. Elle est même recommandable sous nos climats. Bien. À quelle heure souhaiteriez-vous que la cérémonie ait lieu? Oh, je pourrais faire un saut à l'église vers 5 heures, si ça vous convient. C'est parfait. J'ai justement 2 baptêmes à cette heure-là. Oh, 2 charmants jumeaux qui sont venus au monde dans une masure isolée de notre paroisse. Le père, le pauvre Jenkins, le camionneur. Ah, mais il travaille dur. Hein. Si ça ne vous fait rien, je veux autant ne pas être baptisé avec notre bébé. Si nous disions 5h30. Parfait. Et maintenant, Mr. Worsley, je ne veux pas m'imposer plus longtemps dans une maison. Je vous conjure seulement de ne pas vous laisser affliger par votre chagrin plus longtemps. Vous savez, la Providence déguise souvent en épreuves amères les épreuves et les joies qu'elle nous donne. Oh, celle-ci me semble un bienfait nullement déguisé. Oncle Jack! Oh, quel bonheur que vous soyez revenu! Mais qu'est-ce que c'est que cet horrible costume avec tout changé? Oh, Cécilie! Mon enfant. Mais voyons, oncle Jack, ne faites pas cette tête-là! On jurerait que vous avez mal aux dents! Et moi qui avais une si bonne nouvelle pour vous! Devinez qui se restaure en ce moment même dans la salle à manger! Qui donc? Aimé! Votre frère Aimé! Il y a une demi-heure qu'il est là! Mon frère, mais c'est absurde, je n'ai jamais eu de frère! Oncle Jack, ne dites pas cela! Oh, si mal qu'il soit conduit avec vous, il reste néanmoins votre frère. Et vous ne pouvez pas le nier! Oncle Jack, pour l'amour de moi, il faut que vous le pardonniez! Il faut que vous l'embrassiez tout de suite! Je vais le chercher! Cécilie, revenez! Ah, c'est absurde, je vous répète que je n'ai jamais eu de frère! Le ciel vous l'a rendu, mon enfant. Il fait souvent des guérisons inespérées. Mais je me demande bien de quoi le ciel se mêle. Tout est enfin rangé. Je veux bien être pendu si j'y comprends quelque chose. Comment c'est toi? C'est moi. Je suis venu tout spécialement de Londres pour te dire que j'étais navré de tous les soucis que je t'avais causés et que grâce à Cécilie, j'étais enfin décidé à devenir un homme meilleur. Je veux faire le plaisir de ficher le camp immédiatement. Oncle Jack, vous n'allez pas refuser la main de votre propre frère! Je n'ai pas de frère! Et personne au monde ne pourra m'obliger à serrer la main de cet individu dont la présence ici est parfaitement immorale. Il sait tout à fait pourquoi. Oncle Jack, soyez gêné! Il y a du bon et du mauvais en chacun de nous. Aimé était justement en train de nous parler de la maladie la plus touchante de son pauvre ami Mr. Bunbury. Oh, je suis sûre qu'on n'a pas le droit de désespérer d'un homme qui est si bon avec un pauvre infirme et qui délaisse si souvent les plaisirs de la capitale pour aller s'asseoir au chevet de son lit de douleur. Bunbury! Il a osé vous parler de Bunbury! Oui, il m'a tout dit sur ce pauvre Mr. Bunbury, sur son déplorable état de santé. Bunbury, la mesure est comble. Je vous interdis de l'écouter quand il vous parle de Bunbury. Et évidemment, les torts ont toujours été de mon côté. Mais j'arrivais ici repentant et ton accueil me fait énormément de peine. Alors, mon Dieu, tu ne peux pas refuser de serrer la main au regard à l'enfant prodigue. Oncle Jack, si vous refusez la main de votre frère, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous êtes mon tuteur, et je vous dois le respect en tout état de cause. Je demeure maîtresse de mon estime et de mon amour. Soit! Je lui serre la main, pour vous faire plaisir. Mais à la condition qu'il dégarpisse immédiatement. Comme c'est émouvant, cette franche réconciliation, n'est-ce pas? Et maintenant, mesdames, je pense que nous devons laisser les deux chers tout à leur foi. Cécilie, suivez-moi, je vous prie. Oui, maîtrise, mon petit va les jouer maintenant. Vous
avez fait là une belle et bonne action, d'enfant. Ne nous réjouissons pas trop vite. Je n'ai jamais été si heureuse. Crapouillat le parvule! Pas de pulvérisage ici! Ranger les affaires de Mr. Aimé dans la chambre contiguë à celle de monsieur. Oh, je suppose avoir dépensé les désirs de monsieur. Pardon. Eh bien, je veux parler des bagages de Mr. Aimé, monsieur. Ces bagages? Oh oui, monsieur. 2 malcabines, un nécessaire de toilette, 3 cartons à chapeau et un vaste panier à pique-nique. Oui, j'ai peur pour le moment de ne pas pouvoir rester plus d'une semaine. Merriman, faites attirer sur nous. Mr. Aimé Worthing vient d'être subitement rappelé à Londres. Tu te trompes, mon cher Jack, je n'ai jamais été rappelé à Londres. Si tu l'as été. Mais qu'est-ce qui aurait bien pu me rappeler à Londres? Ton devoir de gentleman. Faites attirer Merriman. Bien, monsieur. Écoute, Jack, je me suis toujours arrangé pour que mon devoir de gentleman ne se mette jamais au travers de mes affaires. Oui, ça, tu n'as pas besoin de l'apprendre. Et dis-moi, tu sais qu'elle est charmante, cette petite Cécilie? Alors, je te défends de parler de la sorte de Cécilie devant moi. Je ne le tolérerai pas. Fanny, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Va te changer. Porter le deuil de quelqu'un que l'on vient d'inviter pour 8 jours, ça n'a pas de sens. Je ne t'ai pas invité, entends-tu? Ni pour un jour, ni pour 8 jours. Alors tu vas me faire le plaisir de prendre le train de 4h15, c'est indirect. Non, mon ami. Mais je ne peux pas te laisser dans l'épreuve que tu traverses. Mais tu es mon ami, tu gardes, et je pense que de... Agis, veille à ne pas dépasser les limites de notre lieu. Le tonneau sera atteint dans 5 minutes, tes bagages seront dedans, je te souhaite un bon voyage de retour. Je n'ai plus rien à te dire. Pour ce coup-ci, ton bel périsage se soldera par un fiasco. Mais je ne suis pas du tout de cet avis. C'est un triomphe. Je suis amoureux de Cécilie, et dans 10 minutes, elle sera amoureuse de moi. Je suis revenue pour arroser les roses. Je vous croyais avec l'oncle Jack. Il est parti pour qu'on attelle. Il veut vous emmener faire une promenade? C'est-à-dire qu'il m'envoie promener. Oh. Nous allons devoir nous séparer alors? Je le crains. Et c'est une séparation qui me fait beaucoup de peine, Cécilie. Bien sûr. C'est toujours triste de quitter quelqu'un que l'on vient tout juste de rencontrer. Les vieux amis, ça peut se quitter, ça se retrouve. Mais se séparer, même un peu, quelqu'un que l'on vient tout juste de rencontrer, c'est intolérable. Cécilie. Le tonneau est à la porte, monsieur. Qu'il attende 5 minutes. Bien, mademoiselle. Cécilie, vous me pardonnerez si je vous avoue un peu brutalement, mais nous avons si peu de temps devant nous, que vous êtes pour moi ce qu'il y a de plus parfait au monde. Bien le contraire, votre franchise me ravit. Permettez que je note tout cela dans le journal. Et je note ce qui m'arrive d'extraordinaire. Vous tenez un journal intime, et je donnerai tout pour pouvoir le lire. Vous permettez? Oh non, c'est un recueil d'impressions et de pensées d'une très jeune fille qui est destinée à publication. Mais quand il paraîtra en volume, j'espère que vous souscrirez à un exemplaire chez votre libraire. Ce qu'il y a de plus parfait au monde. C'est tout? Non. Depuis la première fois où je vous ai vu, depuis que mon regard a rencontré le vôtre, Pas trop vite. j'ai senti que je vous aimais passionnément, sauvagement, dévotieusement. Dévotieusement, oh comme c'est beau. T-I-E-U. Oui, T-I-E-U. Dévotieusement, désespérément. Désespérément. Pourquoi désespérément? Il ne faut jamais désespérer. Cécilie. Le tonneau attend toujours, monsieur. Dis-tu qu'il revient la semaine prochaine à la même heure? Ah, bien, monsieur. Oncle Jack sera furieux s'il apprend que vous avez décidé de rester jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Mais je me fiche de l'oncle Jack et de sa fureur. Je me fiche de tout le monde, Cécilie. Sauf de vous. Voulez-vous vous marier avec moi? Mais naturellement, cher petit idiot. D'ailleurs, pourquoi me le demander? Voilà 3 mois que nous sommes fiancés. 3 mois? Oui, cela fera exactement 3 mois, jeudi. Et comment nous y sommes-nous pris? Du jour où l'oncle Jack nous a appris qu'il avait un frère. Un jeune frère débauché, corrompu du haut d'aimer. Vous êtes naturellement devenu notre principal sujet de conversation, à Miss Prism et à moi. Et quelqu'un dont on parle beaucoup, on finit par se dire qu'il doit y avoir quelque chose de très attachant chez lui. J'avoue que c'est un peu fou de ma part, mais je suis amoureuse de vous, Aimé. Et quand est-ce que nous avons décidé de nous marier? Le 14 février dernier. Lassé de votre obstination
obstination à ignorer jusqu'à mon existence, j'ai décidé d'en finir, d'une manière ou d'une autre. Et après un long combat avec moi-même, j'ai accepté de vous donner ma main sur les branches de ce cher vieux tilleul. Le lendemain, j'ai acheté cet anneau, gravé à votre nom. Et voici les 2 jours enlacés, symbole des amants fidèles que je vous ai juré de porter toute ma vie. Mais c'est moi qui vous ai offert ce petit bracelet. Mais il est ravissant. Oui, vous avez toujours eu un goût très sûr, et c'est d'ailleurs parce que je vous ai pas de goût que j'ai toujours fermé les yeux sur vos folies. Et voici la boîte où je garde toutes vos chères lettres. Mes lettres. Je ne vous ai jamais écrit la moindre lettre, Cécilie. Inutile de me la rappeler, mais je sais bien que c'est moi qui ai été obligée de les écrire, vos lettres. J'en écris les 3 par semaine, quelquefois davantage. Laissez-moi les lire, s'il vous plaît. Oh non, elles vous rendraient trop vaniteuses. Les 3 que vous m'avez écrites, surtout, que nous avons rompu nos fiançailles, sont si belles, si pleines de fautes d'orthographe, que même aujourd'hui, je ne peux pas les relire sans éclater en sanglots. Parce que nos fiançailles ont été rompues. Bien sûr, elles ont été. Le 22 mars dernier. Tenez, c'est écrit à la date. Aujourd'hui, je romps mes fiançailles avec Aimé. Je pense que c'est mieux ainsi. Le temps continue à être très bon. Mais enfin, Cécilie, qu'est-ce que j'avais fait? Je n'avais rien fait du tout. Et de plus, je suis très peiné d'apprendre que le jour où vous avez rompu nos fiançailles, le temps vous a paru beau ce jour-là. Mais ça n'aurait pas été de vraies fiançailles, mon chéri, si elles n'avaient pas été rompues au moins une fois. D'ailleurs, avant la fin de la semaine, vous étiez pardonné. Quel ange du ciel vous faites, Cécilie. Cher et romantique garçon, j'espère que vos cheveux frisent naturellement. Presque naturellement. Quel bonheur! Vous savez, cela avait toujours été un de mes rêves de petite fille, d'aimer un jour un garçon dont le nom serait Aimé. Il y a quelque chose de si simple, si aisé dans ce nom. C'est comme si notre amour était déjà inscrit au ciel. Je plains les femmes dont le mari ne s'appelle pas Aimé. Écoutez, ma chère enfant, vous voulez dire par là que vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre nom? Mais quel nom? Je sais pas. Algernon, par exemple. Algernon? Je n'aime pas du tout Algernon. Mais écoutez, nos chers adorable chéri, c'est un nom très joli, c'est un nom très aristocratique. Plus de la moitié des jeunes élégants et dépravés de Londres s'appellent Algernon. Cécilie, vous ne pourriez pas m'aimer si je m'appelais Algernon? Je pourrais vous respecter, mais je pourrais admirer votre caractère ou votre intelligence, mais je craindrais de ne jamais être entièrement à vous. Bon. Le pasteur qui était ici tout à l'heure a, je le suppose, une grande pratique des rites et des cérémonies du culte. Bien sûr. Il faut que je l'entretienne d'une affaire extrêmement urgente. Ah. Je n'en ai pas pour plus d'une demi-heure. Une demi-heure. Nous sommes fiancés depuis le 14 février dernier. Il a fallu que j'attende jusqu'à aujourd'hui pour faire votre connaissance, et vous voulez me faire patienter encore une demi-heure? Vous ne pouvez pas tâcher de bâcler ça en 20 minutes? Je ne fais qu'aller et venir. Mon amour. Quel garçon impétueux, et que j'aime ces cheveux frisés. Il faut que je note tout ça dans mon journal. Monsieur vient de partir pour le préfecture, mademoiselle. Une affaire urgente. Si mademoiselle veut se donner la peine d'attendre, monsieur ne saurait tarder. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Cécilie Cardieu. Cécilie Cardieu, quel nom ravissant. Je suis certaine que nous allons devenir de très bonnes amies, Miss Cardieu. Oui, je vous aime déjà plus que je ne peux le dire, et mes premières impressions ne me trompent jamais. Comme c'est gentil à vous de m'aimer déjà. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Merci. Permettez que je vous appelle Cécilie? Si cela peut vous faire plaisir. Et vous m'appelez Gwenoline, n'est-ce pas? Avec joie. Voilà, comme cela, c'était en ordre. Espérons-le.
jamais. Oui, cela ne m'étonne pas. En dehors de sa famille, personne n'a jamais entendu parler de lui. Papa est un homme qui ne sort jamais. La maison m'a toujours paru le cadre idéal pour un homme, vous ne pensez pas? Oui, alors pardonnez-moi, mais maman, mes idées sur l'éducation sont très arrêtées, a tenu à ce que je sois Trémio. Vous permettez que je prenne mon face à main pour mieux vous regarder, Cécile? Je vous en prie, Gwendoline. J'adore qu'on me regarde. Vous êtes ici en visite, je suppose? Non, j'habite la maison. Ah, mais non. Alors, votre mère ou quelque autre parente âgée réside ici avec vous? Non, je n'ai ni mère ni, à vrai dire, aucune relation. Ah, vraiment? C'est mon cher tuteur et de Misprisme qui a la dure tâche de me surveiller. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de Mr. Ruffy. Comme c'est étrange. Il ne m'avait jamais dit qu'il avait une pupille. Quel garçon mystérieux. Il me paraît de plus en plus intéressant. Je ne suis pas certaine cependant que cette nouvelle me cause un plaisir sans mélange. Je vous aime beaucoup, Cécilie. Ah oui, dès que je vous ai vu, je vous ai beaucoup aimé. Voilà. Néanmoins, maintenant que je sais que vous êtes la pupille de Mr. Aimé Worthing, je ne peux m'empêcher de penser que je vous aurais préféré un peu plus âgée et un peu plus laide. Je regrette, je suis comme ça. Mais dites-moi, Gwendoline, vous avez bien dit Mr. Aimé Worthing. Mais oui, pourquoi? Mais c'est pas Mr. Aimé Worthing qui est mon tuteur. C'est son frère aîné. De plus en plus étrange, je ne m'avais jamais dit qu'il y avait un frère. Il n'était pas censé mon terme depuis pas mal de temps. Ah, il n'en parlait presque jamais. Enfin, ce n'est pas une raison. Enfin, c'est quelque chose que je réglerai avec lui. Vous m'enlevez tout de même un peu au cœur, Cécilie. Oui, vous voyez, j'étais en train de me monter la tête. Il aurait été terrible, n'est-ce pas, qu'un nuage vienne ternir une amitié comme la nôtre? Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, que Mr. Aimé Worthing n'est pas votre tuteur? Mais oui, tout à fait sûr. Que, dans une certaine mesure, il soit effectivement en train de le devenir. Que voulez-vous dire? Ma chère Gwendoline, il n'y a pas de raison après tout pour que je vous le cache. Notre petit journal local en publiera la nouvelle la semaine prochaine. Mr. Aimé Worthing et moi venons de nous fiancer. Ma chère Cécilie, permettez-moi de vous dire qu'il doit y avoir une légère erreur. C'est avec moi que Mr. Aimé Worthing est fiancé. Et la nouvelle doit paraître dans la page mondaine du Morning Post samedi prochain. Je crains en effet qu'une soit victime de quelque maladresse, ma chère Gwendoline, car il y a 10 minutes exactement que Mr. Aimé Worthing a demandé ma main. Tenez, c'est fraîchement noté. Comme c'est étrange. Mr. Aimé Worthing m'a demandé d'être sa femme hier après-midi à 5h30. Oh, mais si vous tenez à vérifier. Lisez, je l'ai également noté. Je ne voyage jamais sans mon journal intime. Comme cela, j'ai toujours quelque chose de passionnant à lire dans le train. Oh, je suis navrée, ma chère Cécile. Cela doit être un grand désappointement pour vous. Mais je crois savoir la priorité. Je suis désolée, ma chère Gwendoline, de vous faire de la peine, mais l'examen de ces carnets prouve tout simplement que, depuis qu'il vous a demandé en mariage, Mr. Aimé Worthing a bel et bien changé d'avis. Changer d'avis? Je crois que l'heure n'est plus à la politesse, Miss Cardew. J'ai l'habitude d'appeler un chat. Et moi, une dinde. Je suis ravie de vous dire que je n'en ai jamais rencontré. Mais il est évident que, dans votre milieu, on doit avoir plus souvent l'habitude de s'occuper de la basse-coupe. Dois-je servir le thé comme d'habitude, mademoiselle? Comme d'habitude. Bien, mademoiselle. Il y a de jolies promenades à faire dans le pays, Miss Cardew. Ravissante. Du haut des collines toutes proches, on peut voir jusqu'à 5 comtés. 5 comtés à la fois. Je crois que je n'aimerais pas ça. J'ai horreur de la foule. C'est sans doute pour cela que vous habitez Londres. Je n'ai jamais compris comment un être humain, digne de ce nom, pouvait vivre à la campagne.
nature m'ennuie à mourir. Vous savez, les fleurs mêmes sont bêtes à la campagne. Elles ont du moins leurs de couleurs qui ne font pas au soleil. Ah, désirez-vous passer un moment dans la salle de bain avant votre tasse de thé, afin d'arranger un peu tout cela? Merci, vous êtes la bonté même. Lucie? Non, merci, personne ne sucre plus son thé à Londres, c'est tout à fait démodé. Du cake ou du pain beurré? Du pain beurré, je vous prie, on ne sert plus de cake qu'en province. Voulez-vous donner cela à Miss Fairfax? Oh, mais vous avez rempli mon thé de sucre. Et je vous ai demandé du pain beurré, vous m'avez servi du cake. Je suis bonne fille, Miss Cardew, et tout le monde vante la douceur de mon caractère. Mais je vous avertis que vous allez trop loin maintenant. Pour sauver un pauvre et innocent garçon des machinations d'une intrigante, je suis prête à aller aussi loin qu'il le faudra, Miss Fairfax. Au premier regard, j'ai vu que vous étiez une petite chippie. Mais mes premières impressions ne me trompent jamais. Chippie? Ah oui? Vraiment? Mal élevée, avec votre robe ridicule et votre rouge barbouillé partout. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Et moi, je vous interdis de dire que ma robe est ridicule. Petite provinciale mal fagotée. Mal fagotée? Une fille qui a un chapeau pareil se mêle du jeu des autres. Oh, la petite brute, mais c'est qu'elle me décoiffe. Tenez! Gwendoline! Oh, Aimé! Un instant. Voulez-vous me dire si vous avez demandé cette jeune fille en mariage? Demander Cécilie en mariage? Mais quelle a pu pourrait cette idée dans votre jolie tête? C'est ma pupille! Alors vous pouvez. Je savais bien qu'il y avait un malentendu, Miss Fairfax. Le gentleman malgré lequel vous êtes en ce moment est mon tuteur, Mr. Jack Boffin. Comment dites-vous? C'est l'oncle Jack. Jack? Oh, mais quelle horreur! Et voici Amy Ross. Mon amour. Un instant. Pouvez-vous me dire si vous avez demandé cette jeune fille en mariage? Mais quelle jeune fille? Mais Dieu du ciel, c'est Gwendoline, bien sûr que non. Alors vous pouvez. Je savais bien qu'il y avait une erreur, Miss Cardew. Le gentleman qui est en train de vous embrasser est mon cousin, Mr. Algernon Moncrief. Algernon Moncrief? Vous allez bien dire Algernon, mais quelle horreur! Vous vous appelez réellement Algernon? Je ne peux pas le nier. Et votre nom est réellement John? Ah, je pourrais le nier. Si je voulais, je pourrais tout nier. Mais c'est un fait, je m'appelle John. Il y a des années que je m'appelle John. Quelle déception pour nous deux! Ma pauvre petite Cécilie brisée. À tous, Gwendoline blessée! Permettez que je vous appelle ma chérie, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie! Oh! Les hommes sont des brutes. Mais alors, où est votre véritable frère aimé? Gwendoline, Cécilie, il est très agréable d'avoir à vous dire la vérité. C'est la première fois de ma vie que je me trouve confronté à une pareille extrémité. Je veux dire que je ne sais absolument pas comment s'y prend en pareil cas. Mais pour dire vrai, je n'ai pas de frère appelé Aimé. Je n'ai pas de frère du tout, je n'ai jamais eu de frère et j'ai bien l'intention de jamais en avoir un. Vous n'avez pas de frère appelé Aimé? Pas le moindre. Pas de frère du tout? Aucun frère, d'aucune sorte. Je crains dans ces conditions d'avoir jamais été fiancée à personne, Gwendoline. Mais, Mr. Moncrief, pourquoi avoir prétendu être le frère de mon tuteur? Pour avoir une chance de vous rencontrer, Cécilie. Voilà une réponse qui me paraît presque satisfaisante. Vous ne croyez pas, Gwendoline? Mais certainement, ma chérie. Si vous croyez tout ce qu'il dit. Je ne le crois pas, bien sûr. Mais il le dit si gentiment. Mr. Worsing, pourquoi vous êtes-vous inventé un frère? Était-ce, sans doute vous allez me l'expliquer, afin d'avoir le prétexte de venir me voir à Londres aussi souvent que possible? Pouvez-vous en douter, Miss Fairfax? J'ai toute raison d'en douter. Mais je suis décidée à le croire. Ma chérie, leurs explications me paraissent tout à fait convaincantes. Surtout celle de Mr. Worsing. Elle semble avoir l'accent de la vérité. Je suis pour ma part tout à fait convaincue parce que m'a dit Mr. Moncrief. Sa voix seule d'ailleurs suffit pour qu'on le croie, indépendamment de ce qu'il dit. Vous pensez alors que nous pouvons leur pardonner? Je crois que nous le pourrions, ma chère. Si seulement il faisait un effort pour s'appeler Aimé. Mais nous allons faire cet effort. Deux gouttes d'eau et ce sera vrai dans 5 minutes, mon amour.
Lady Bracknell. Dieu du ciel! Lâchez ce jeune homme, Gwendoline, et venez immédiatement près de moi. Gwendoline, avertie de la fugue de ma fille par son incorruptible femme de chambre à qui j'ai acheté les confidences pour la somme de 10 shillings, je me suis mise immédiatement à sa poursuite par le premier train, qui était un train de marchandises. Enfin, passons. Je suis heureuse d'être arrivée à temps pour vous dire, Mr. Worsing, que vos relations avec ma fille doivent cesser immédiatement. Je suis décidé à épouser Gwendoline quoi qu'il arrive, Lady Bracknell. Vous n'êtes décidé à rien de semblable, c'est moi qui vous le dis. Et maintenant, à Adjanoun. Adjanoun, Oui, tante Augusta? est-ce bien dans cette maison qu'habite votre pauvre ami infirme Bunbury? Bunbury? Non, Bunbury n'est pas ici. Bunbury est actuellement autre part. En fait, Bunbury est mort. Mort? Mais quand est-il mort? Sa mort a dû être extrêmement subie. J'ai tué Bunbury cet après-midi. Enfin, non, mais je veux dire que Bunbury est mort cet après-midi. Oh, le pauvre garçon. Et de quoi est-il mort? Bunbury, il a explosé. Explosé? Aurait-il été victime d'un attentat? Je ne savais pas que ce Bunbury s'intéressait aux questions sociales. Le voilà bien puni de ses goûts déplacés. Tante Augusta, je veux dire par là que Bunbury a été découvert. Enfin, qu'on a découvert, que les médecins ont découvert que Bunbury ne pouvait pas vivre. Et c'est pourquoi il s'est enfin décidé à mourir. Ah, je suis heureuse d'apprendre que Mr. Bunbury s'est enfin décidé à adopter une ligne de conduite et à s'y tenir. Et maintenant que nous voilà débarrassés de lui, Mr. Worsing, pouvez-vous me dire à qui appartient la main de cette jeune fille que mon neveu tient dans la sienne d'une manière qui ne me paraît pas absolument nécessaire? C'est la main de Miss Cecily Cardew, ma pupille, Lady Bracknell. Une main que je suis disposé à lui demander dès aujourd'hui, tante Augusta. Je vous demande pardon? Mr. Moncrief et moi sommes fiancés et nous allons nous marier, Lady Bracknell. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulièrement excitant dans l'air de ce comté, mais le nombre de fiançailles qu'on y apprend me semble dépasser de beaucoup le pourcentage habituel des statistiques. Algie est mon neveu, et je suis sa seule tante. Une petite enquête de ma part ne vous paraîtra pas déplacée. Mr. Worsing, Miss Cardew descend-elle également en droite ligne d'une des plus célèbres gares londoniennes? Un simple renseignement. Je dois avouer que jusqu'à hier, j'ignorais totalement qu'il y avait des familles entières qui avaient pour origine un terminus. Miss Cecily Cardew est la fille de feu Mr. Cardew, 149 Belgrave Square, Londres, le manoir Gertrude Dorset, Surrey, et les Cascatelles, Fifeshire, Écosse. Cela ne me paraît pas à négliger. 3 adresses inspirent toujours confiance, même chez un simple industriel. Mais qui nous garantit qu'elles sont authentiques? Et j'ai soigneusement conservé le beau teint mondain de l'année de décès de feu Mr. Cardew. Je le tiens à votre disposition, Lady Bracknell. J'ai noté beaucoup d'erreurs dans le beau teint mondain. Les avoués de la famille Cardew sont Mr. Marquis et Marquis. Marquis. Oh, une étude extrêmement distinguée. Je me suis même laissé dire qu'un de ces messieurs marquis était parfois invité dans le meilleur monde. Vous donnez là la meilleure des garanties. Ah, vous êtes bien bonne, Lady Bracknell. Et j'ai également en ma possession, si cela peut achever de vous rassurer, les certificats de baptême, coqueluche, recensement, vaccination, confirmation, rougeole, la forme anglaise et la forme française de Miss Cardew. Une fille bien mouvementée, à ce que je vois. Un peu trop, peut-être, pour une jeune fille. Gwendoline, l'heure de notre train approche, nous n'avons pas un moment à perdre. Mr. Worsing, simple formalité. Je crois bon de vous demander si Miss Cardew a quelque fortune. Oh, environ 130 000 livres en fonds d'État, c'est tout. Adieu, Lady Bracknell, ravi d'avoir fait votre connaissance. Un moment, 130 000 livres en fonds d'État. Décidément, Miss Cardew me paraît l'une des plus charmantes jeunes filles que j'ai jamais rencontrées. Approchez, ma chérie. Quel charmant enfant. Voulez-vous vous tourner?
mentons. Les mentons se portent haut cette année. À Djernoun, Oui, tante Augusta. il y a de grandes possibilités de distinction mondaine dans le profil de Miss Cardew. Cécilie est la plus jolie fille que je n'ai jamais vue, et je me fiche comme d'une guigne de toutes ces distinctions mondaines. À Djernoun, ne parlez pas irrespectueusement du monde. Laissez cela aux gens qui ne peuvent pas y être admis. Mon enfant, vous savez que dans la vie, à Djernoun ne peut compter que sur ses dettes. Ah, mais je suis contre les mariages d'argent. Lorsque j'ai épousé Lord Bracknell, je n'avais pas la moindre fortune. Et il ne m'est jamais venu à l'idée de renoncer à ce mariage à cause de cela. Voilà, je crois que je n'ai plus besoin de vous donner mon consentement. Merci, tante Augusta. Dorénavant, vous pouvez m'embrasser. Merci, Lady Bracknell. Et vous pouvez m'appeler tante Augusta. Merci, tante Augusta. Je pense que le mariage doit avoir lieu le plus rapidement possible. Merci, tante Augusta. Merci, tante Augusta. À vous parler franc, je suis contre les longues fiançailles. Elles donnent aux jeunes gens le loisir d'apprécier réciproquement leur caractère, ce que je ne crois jamais opportun. Pardonnez-moi de vous interrompre, Lady Bracknell, mais ce mariage est absolument hors de question. Je suis le tuteur, Miss Cardew. Elle ne peut se marier sans mon consentement jusqu'à l'âge de sa majorité. Et je lui refuse énergiquement mon consentement. Et pour quelle raison, je vous prie? À Djernoun est autant qu'il est possible, je dirais même plus qu'il est possible, le type idéal du jeune homme à marier. Il n'a rien, mais on dirait qu'il a tout. Qu'est-ce qu'une jeune femme peut demander de mieux? Je regrette d'avoir à vous dire la vérité au sujet de votre neveu, mais c'est un fait que je n'approuve en rien son immoralité profonde. Je le soupçonne même d'être absolument insincère. Insincère? Mon neveu à Djernoun? Impossible! Il sort d'Oxford. Malgré cette référence, je crains qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. Cet après-midi, profitant que j'étais retenu à Londres pour une importante question d'affaires, il s'est introduit chez moi en se prétendant faussement mon frère. Sous un nom présumé, il a bu, j'en ai été averti par mon maître d'hôtel, une bouteille entière de Veuve Clicquot carte rouge 89, un vin qui m'était exclusivement réservé. Continuant son odieuse supercherie, il a réussi le même après-midi à séduire ma pupille, s'imposant ici à la faveur d'un chantage que je ne saurais même pas qualifier. Et ce qui rend sa conduite encore plus odieuse, s'il est possible, c'est qu'il était parfaitement averti, et ce dès le début, que je n'avais pas de frère, que je n'avais jamais eu de frère, et que j'étais bien décidé à jamais en avoir un. Je le lui avais déclaré nettement hier après-midi. Étant donné ce que vous me dites, je suis décidée à surveiller personnellement la conduite de mon neveu à l'avenir avec vous, Mr. Watson. Voilà qui est bien généreux, il doit être, mais ma décision est inébranlable. Je refuse mon consentement. Venez avec moi, mon enfant. Quel âge avez-vous? À vrai dire, je n'ai que 18 ans, mais j'ai toujours dit que je n'avais pas pour sortir le soir. Vous avez parfaitement raison de vous habituer à tricher dès maintenant. Une femme ne s'y prend jamais assez tôt pour avoir 2 ans de moins. 18 ans, mettons 20 pour le soir. Eh bien, nous n'avons pas tellement de temps à attendre pour que vous soyez délivrés des liens de la tutelle. Et le consentement de votre tuteur ne me paraît pas aussi important que nous le craignions. Pardonnez-moi de vous interrompre à nouveau, les Bracknell, mais il me semble plus loyal de vous dire qu'au terme du testament de son père, Miss Cardew n'aura, quoi qu'il arrive, libre disposition de sa fortune qu'à l'âge de 35 ans. Évidemment, c'est une objection. Mais 35 ans est un âge ravissant. La société londonienne est pleine de femmes de haute naissance qui ont adopté définitivement l'âge de 35 ans. Et je ne vois pas pourquoi notre Cécilie serait moins attrayante à l'âge que vous dites que maintenant. N'est-ce pas, Djernoun? Algy, tu pourrais m'attendre jusqu'à l'âge de 35 ans? Naturellement que je le pourrais. Vous savez très bien que je le pourrais. Oui, mon cœur en est sûr. Mais moi, je ne pourrais pas vous attendre tout ce temps. Oh, je vais d'attendre quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes. Je ne suis pas ponctuelle, mais j'aime la vérité chez les autres. Et attendre, ne serait-ce que le mariage, est tout à fait hors de question. Mais comment allons-nous faire, du coup? Je l'ignore, justement, oui. Mr. Worthing, puisque Miss Cardew nous dit nettement qu'elle se croit incapable d'attendre mon neveu jusqu'à l'âge de 35 ans, ce qui me paraît témoigner, je me permets de le dire, d'une nature assez impatiente,
Ma chère Lady Bracknell, la décision est entièrement entre vos mains. Et si vous consentez à mon mariage avec Gwendoline, je serai certainement disposé à permettre à votre neveu d'épouser ma pupille. Vous devez être conscient, Mr. Rothschild, qu'une telle offre émanant d'un sac de voyage est absolument incontestable. Dans ce cas, je crains qu'un célibat passionné ne soit le sort que l'avenir nous réserve à tous. En tout cas, c'est pas le destin que je réserve à ma fille. Algernon, naturellement, choisira lui-même. Gwendoline, nous avons raté le train de 5 heures et j'ai bien peur celui de 6 heures. Vous aurez tout le temps de pleurer sur le quai. Tout est prêt pour les baptêmes. Les baptêmes, mon révérend, vous ne croyez pas que c'est un peu prématuré? Ces deux jeunes gens ont manifesté le désir d'être baptisés aujourd'hui même. À leur âge? Mais enfin, quelle idée absurde et religieuse! Algernon, je vous défends de vous faire baptiser. Lord Bracknell serait très peiné s'il apprenait à quoi vous perdez votre temps et votre argent. Dois-je comprendre que les baptêmes de cet après-midi sont remis? Je ne crois pas qu'en pareille circonstance, ces baptêmes puissent nous être d'une quelconque utilité, mon révérend. Je suis péniblement affecté, Mr. Worthing, de vous entendre exprimer des idées aussi matérialistes. Mais, puisque je n'ai plus rien à faire ici, je m'en vais rejoindre Miss Prism, qui m'attend avec le peloton depuis longtemps déjà, dans la sacristie. Miss Prism? Miss Prism? Oui, Lady Bracknell, et je m'en vais rejoindre. Un moment, révérend. Cette Miss Prism est-elle une longue fille d'aspect peu attrayant, s'occupant vaguement d'éducation? Enfin, c'est la femme la plus cultivée et l'image même de la respectabilité, madame. Nous parlons bien de la même personne. Puis-je vous demander, révérend Chasuble, ce que cette créature fait dans votre maison? Mais je suis célibataire, madame. Miss Prism est depuis 3 ans maintenant l'inestimable gouvernante de Miss Cecily Cardew. En tout cas, il faut que je la voie tout de suite. Envoyez-la chercher immédiatement. Il semble qu'elle vous ait deviné. La voici. Vous m'avez dit que vous deviez me retrouver à la sacristie, mon révérend. Je vous y attends depuis 1h03. Prism! Oh! Prism! Ici! Ici, Prism! Prism, où est le bébé? Il y a 28 ans, vous avez franchi le seuil de la porte de Lord Bracknell, 104 Grosvenor Street, en poussant un landau de couleur verte qui contenait un bébé de sexe masculin. Et vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, les recherches entreprises par Scotland Yard amenaient à la découverte sur le coup de minuit du landau abandonné à lui-même dans un coin sombre de Bayswater. Il contenait le manuscrit d'un roman en 3 volumes de la plus révoltante sentimentalité, mais le bébé n'y était plus. Prism, qu'avez-vous fait de ce bébé? Lady Bracknell, j'avoue à ma grande confusion que je l'ai égaré. Oh ben, je voudrais bien savoir où il est, croyez-le, mais hélas, les faits sont là. Le matin du jour dont vous parlez, un jour qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Oh, je me préparais comme d'habitude à aller emmener le bébé dans son landau vert. J'avais avec moi un usagé mais spacieux et confortable sac de voyage dans lequel j'avais l'intention de mettre le manuscrit d'un ouvrage d'imagination que j'avais écrit pendant mes rares heures de loisirs et dans un moment d'inattention que je n'oublierai jamais. J'ai déposé le manuscrit dans la voiture et j'ai mis le bébé dans le sac. Et où avez-vous déposé le sac? Oh, ne me demandez pas, Mr. Worthing. Je vous prie de me répondre, Miss Prism. Où avez-vous déposé le sac qui contenait ce bébé? Je l'ai déposé à la consigne d'une des plus grandes gares de Londres. Quelle gare? Victoria Station. Ligne de Brighton. Gwendoline, il faut que je m'absente un instant. Attendez-moi, je vous en prie. Si ce n'est pas trop long, mon chéri, je peux vous attendre toute la vie. Lady Bracknell, que pensez de tout ceci? Oh, je n'ose même pas l'imaginer, docteur Chasuble. Et j'ai à peine besoin de vous dire que dans les familles de la haute société, de pareilles coïncidences sont totalement déplacées. Je tiens à me parler bien nerveux. Votre tuteur, ma chère enfant, est d'une nature particulièrement émotive. Cette agitation est parfaitement déplacée. Votre tuteur croit peut-être tenir un argument. Je déteste les arguments. C'est toujours vulgaire, quelquefois convaincant. Il a l'air de s'arrêter.
Le bonheur de plusieurs vies dépend de ce que vous allez répondre. Oh. Ah, il me semble que c'est bien mon sac. Ah oui, là, voici la petite éraflure qui lui a été faite un jour d'affluence dans l'omnibus de Regent Street. Et là, la tache à la doublure que causa l'explosion d'une innocente bouteille de boisson de santé, un incident qui s'est produit à Leamington lors d'un pique-nique dans des jours de jeunesse et d'insouciance. Et voici sur la serrure, là, mes initiales. Oh, j'avais oublié ce soir d'hiver fantasme que je les avais fait placer là. Oh oui, sans doute c'est bien mon sac. Oh, je suis heureuse qu'il m'a enfin été rendu. Oh, il m'a fait défaut ces nombreuses années. Il vous est rendu plus qu'un sac, Miss Prism. Je suis le bébé qui était dedans. Moi, maman. Oh, Mr. Percy, mais je ne suis pas mariée. Pas mariée. Oh, je dois dire que je ne m'attendais pas dans ce dernier coup. Mais au fond, qui a le droit de jeter la pierre à une femme qui a souffert? Est-ce que le repentir de toute une vie ne peut excuser une faute? Pourquoi y aurait-il une mesure pour les hommes et une autre pour les femmes? C'est absurde. Je vous pardonne. Maman. Oh, Mr. Percy, il y a là une grave erreur. Voici la femme qui peut vous dire qui vous êtes. Lady Bracknell. J'ai horreur des questions indiscrètes, mais voulez-vous bien me dire qui je suis? J'ai bien peur que ce que j'ai à vous apprendre ne vous enchante guère, mon garçon. Vous êtes le fils de ma professeure, Mrs. Moncrief, et par conséquent le frère aîné d'Algernon. Le frère d'Alger? Alors j'ai un frère en fin de compte! J'ai toujours dit que j'avais un frère! Oh, ce silico, m'en pu douter que j'avais un frère! Mon révérend Miss Prism, voici mon frère! Gwendoline, mon frère! Ah, jeune canaille! Il va vous falloir conduire avec un peu plus de respect dorénavant. Vous ne vous êtes bien reconnu en frère cadet jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vieille canaille, je n'étais pas au courant. Je tâcherai de me rattraper à l'avenir, bien que je manque un peu de pratique là-dessus. Mais mon chéri, c'est affreux. Quel est votre nom maintenant que vous êtes devenu un autre? Ah mon Dieu, j'ai oublié ce détail. Votre décision à ce sujet est toujours irrévocable? Ah, irrévocable, je ne change jamais. Sauf de sentiment. Quel meuble nature vous avez comme de Alors, il faut cocher cela. Tante Augustin, lorsque Miss Prism m'a égaré dans ce sac de voyage, avais-je déjà été baptisé? Tous les luxes que l'argent peut acheter, y compris le baptême, vous ont été transmis par vos généreux parents. Donc j'étais baptisé, c'est un fait. Et quel nom m'avait-on donné? Avouez-moi le pire. Étant le fils aîné, je pense que vous portiez le même prénom que votre père. Oui, mais quel était le prénom de mon père? Votre père. Enfin, c'est curieux, je n'arrive pas à me rappeler le prénom du général. Remarquez qu'il en avait un. C'était une personne excentrique, mais uniquement sur la fin de sa vie. Vous savez, les digestions difficiles, le climat de l'Inde, le mariage. Ah, tu ne te souviens pas du prénom de ton père? Mon cher, il est mort avant que je n'ai 1 an. Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Oh, son nom doit figurer dans les registres militaires. Le général était avant tout un homme de paix, excepté dans sa vie conjugale. Mais je suis sûre que son nom figure dans tous les annuaires militaires. Oh, j'ai ici les annuaires des 40 dernières années. Moi, j'en faisais ma lecture favorite. Alors, M, généraux, Madame, Maxbom, Maglé, quel nom couché dehors, hein? Marbia, Hobbs, Moncrief. Lieutenant en 1840, capitaine, lieutenant-colonel, général en 1879, prénom Ernest, Ludovic, Aimé. Gwendoline, je vous avais bien dit que je m'appelais Aimé. Aimé, mon sale Aimé, j'ai toujours su que vous ne pouviez pas porter un autre nom. Oh Gwendoline, quelle chose terrible pour un homme d'apprendre tout d'un coup que de toute sa vie, il n'a jamais dit autre chose que la vérité. Me le pardonnerez-vous? Mais certainement, car je suis sûre que vous changerez très vite. Ah, mon amour! Laetitia, ces mariages vous rendent libre. Pensez-vous que j'oserais enfin vous demander si... Oh oui, Frédéric, mais osez enfin. Oh, Cécilie, enfin. Vous savez, maintenant que je suis sûre que je vous aime, inutile d'aller me faire baptiser. J'aurais peur que vous attrapiez froid. Mon amour. Gwendoline, enfin! Oh, mon neveu, ne croyez-vous pas que vous êtes en train de vous laisser aller à un épanchement un peu vulgaire?
Oui, tante Augusta, je suis en train de comprendre pour la première fois de ma vie combien il est important d'être aimé.